Merci, chers collègues. J'ai fait plus de références dans cette chambre que je ne peux m'en souvenir, sur le fait que cette chambre est une chambre indépendante du Parlement et que nous devons fonctionner indépendamment de l'autre endroit. Et si je défendrais toujours farouchement ce principe, qui est au cœur de notre système Westminster, au cours des 150 dernières années et plus, nos deux chambres ont souvent démontré leur volonté et leur capacité à travailler ensemble pour le plus grand bien. Et il y a des moments dans notre histoire où nous nous sommes réunis pour parler d'une seule voix puissante. Et maintenant, nous avons devant nous un autre de ces moments. Nous avons l'occasion de nous rassembler, de faire front commun, comme nous l'avons fait plus tôt, sur les thèmes numéro 4, pour défendre nos principes et d'être du bon côté de l'histoire. Nous l'avons vu maintes et maintes fois au cours de l'histoire, dans le monde entier. Les gens se détournent, parfois par inadvertance, d'autres fois délibérément, et se détournent des atrocités commises contre leurs semblables. Il n'est pas toujours facile de parler et de s'exprimer. Les raisons peuvent être nombreuses, mais prendre la parole et s'exprimer, c'est la bonne chose à faire. Et c'est ce que nous devons faire en tant que sénateurs, parlementaires et Canadiens, surtout. Nous devons parler au nom de tous les Canadiens. Nous devons représenter le tissu de notre nation, de nos valeurs, et nous devons le faire à l'unisson. C'est pourquoi cette motion est la même que celle qui a été adoptée récemment à la Chambre des communes. Et si elle est adoptée ici, on pourra vraiment dire que le Parlement du Canada a parlé et a déclaré que ce qui arrive aux musulmans minoritaires dans la région du Xinjiang est un génocide. Je crois que la gravité et le caractère flagrant de ce qui arrive aux musulmans ouïghours et à d'autres en Chine continentale se reflètent dans le fait que des sénateurs de tous les caucus et de tous les groupes ont cherché à attirer l'attention sur ce qui se passe et ont été si disposés à travailler au-delà des lignes de caucus pour présenter cette motion. Je tiens à remercier mon collègue de caucus, le sénateur No, qui a travaillé avec moi sur une motion au cours de la dernière législature demandant des sanctions Magnitsky contre les responsables chinois liés à ce génocide. J'aimerais également remercier la sénatrice McFedran pour sa sensibilisation à cette question et pour avoir accepté de seconder cette motion. Aussi pour soutenir les droits de la personne. À mon amie, la sénatrice Jaffer, qui a également exprimé son soutien sans réserve. Merci pour toujours être du bon côté de l'histoire. Aussi, le sénateur Monson, sénatrice Méville Deschênes, pour son soutien. J'aimerais aussi remercier tout le monde dans cette chambre qui sait qu'en tant que Canadiens, nous devons être du bon côté. Cela va bien au-delà que la politique, chers collègues. Je suis d'accord avec ceux qui appellent à faire preuve de prudence dans l'utilisation du mot génocide. Il ne s'agit pas d'un mot à prendre à la légère. Il s'accompagne de certaines implications juridiques pour la communauté internationale et nous devons donc nous tourner vers la Convention sur le génocide de 1948 pour savoir si des actions particulières constituent un génocide. Dans cette convention, le génocide est défini comme l'un des actes suivants commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. A. Le meurtre de membres du groupe. B. Causer une atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. C. Le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. D. Imposer des mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe. E. Le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. La Convention de 1948 est axée sur les actes visant à détruire physiquement un groupe particulier. Étant donné que la Convention a été formulée à la suite de l'Holocauste en Europe, il n'y a aucun doute quant au contexte dans lequel la Convention a été rédigée. Il ne devrait pas non plus y avoir de doute que ce qui se passe contre les minorités musulmanes du Xinjiang aux mains du régime communiste chinois est, en fait, un génocide. Afin d'apprécier réellement l'ampleur de ce qui se passe, nous devons revenir au point de départ, en commençant par noter que la région que la Chine appelle Xinjiang
est en fait le Turkestan oriental occupé par la Chine. Au fil des ans, plusieurs Ouïghours sont arrivés dans la région et cela a créé des tensions ethniques. Ces tensions ont débordé au fil des ans, entraînant parfois de violentes protestations. C'est dans ce contexte, selon des documents obtenus par le New York Post, qu'en 2014, le président Xi Jinping a lancé toute la force du régime autoritaire chinois contre les Ouïghours et les autres minorités musulmanes de la région. Xi a justifié ses actions à l'époque et depuis lors comme étant nécessaires pour faire face à ceux qu'il décrit comme des terroristes. À quoi cela a-t-il ressemblé? Les autorités chinoises ont immédiatement commencé à rassembler les gens, les attraper dans la rue, à les arracher de chez eux, à dire aux membres de leur famille, y compris leurs jeunes enfants, que leurs proches étaient envoyés dans des écoles de formation, qu'ils ne reviendraient peut-être jamais. Et si, dans un premier temps, le gouvernement chinois a nié l'existence de ces camps d'internement, lorsqu'il a été confronté à des images satellites prouvant leur existence, il les a qualifiés comme des camps de rééducation. Et même aujourd'hui, les autorités chinoises tentent de prétendre que tout le monde a terminé sa formation et a été libéré. Les images satellites et les membres des familles des personnes internées disent le contraire. Et ce qui se passe réellement, le sait-on? Les prisonniers sont soumis à un endoctrinement psychologique, à des tortures physiques plutôt, dont le waterboarding, les abus sexuels, les avortements forcés et des stérilisations de masse. Il y aurait jusqu'à 380 de ces camps d'internement d'une superficie moyenne de 300 acres, dont beaucoup montrent des signes d'expansion depuis un an. On estime que 3 millions de personnes, soit 30 de la population ouïghour, sont détenues dans ces camps. Et les Ouïghours qui vivent en dehors des camps sont également victimes d'oppression et de travail forcé. Un rapport de l'Institut de stratégie politique australien a révélé que ces Ouïghours ont travaillé pour des entreprises comme BMW, Nike, Huawei et d'autres. La menace d'être interné pour la moindre infraction aurait terrorisé toute la population et l'aurait réduite au silence. Comme le rapporte la BBC, la région est désormais couverte par ce qu'on appelle un réseau de surveillance omniprésent, comprenant des postes de contrôle policiers et des caméras qui scannent tout, des plaques d'immatriculation au visage des individus, leurs expressions et même les discussions entre citoyens. Des caméras auraient même été localisées et surveiller des personnes dans leur propre appartement et maison. Il ne s'agit pas seulement de la reconnaissance faciale, mais aussi d'autres données biométriques comme l'ADN et la reconnaissance vocale. Les Ouïghours sont contraints de remettre des échantillons de ces données aux autorités locales et d'installer des applications de suivi sur leur appareil mobile. Ce niveau de surveillance orwellien a été complété par une campagne de stérilisation forcée. Des documents obtenus par le sous-comité de la Chambre des communes sur les droits de la personne indiquent qu'environ 80 de la pose de stérilets en Chine ont lieu dans cette région. Le taux de natalité dans cette région aurait chuté de près de 24 au cours de la dernière année. Il y a des politiques de colonisation qui ont cherché à submerger la population locale ouïghour avec un grand nombre de Chinois Han qui ont été encouragés à s'installer dans la région. Chers collègues, il est indiscutable que cela s'élève au niveau de génocide selon la Convention de 1948. Et pourtant, le régime communiste chinois non seulement s'attend à ce que nous croyons le contraire, mais il continue une campagne de menaces et d'intimidation contre les nations occidentales qui osent les défier. Dans certains cas, certains pays se sont rendus complices des tentatives de Pékin de faire disparaître la population ouïghour en arrêtant des Ouïghours en exil et en les déportant en Chine. Nous ne devons pas nous faire d'illusions que le régime Xi cherche également à nous taire. Ils ont menacé des parlementaires de répercussions par le passé. Nous ne devons pas laisser cela nous dissuader. Cela n'a certainement pas découragé notre plus grand allié, les États-Unis.
Il y a plusieurs mois, le Sénat des États-Unis a introduit une résolution bipartisane visant à tenir la Chine responsable du génocide perpétré contre les Ouïghours, les Kazakhs et membres d'autres groupes minoritaires musulmans. Deux administrations successives, dont l'actuelle en tant que secrétaire d'État actuel et au Trésor, ont reconnu que les actions du régime chinois constituent un génocide. Cela se passe au vu et au su du monde entier. L'État autoritaire de la Chine commet ces atrocités, ces crimes contre l'humanité sans impunité. Il fait preuve d'arrogance dans son mépris flagrant de la vie humaine et des droits de la personne. Nous ne devons pas permettre que cela reste sans contrôle et de ne rien dire. Nous le disons toujours, plus jamais, nous l'avons dit après l'Holocauste, nous l'avons dit après le Rwanda, un génocide qui a eu un impact si profond sur notre ami et ancien collègue, l'honorable Roméo Dallaire. L'ancien sénateur Dallaire a dit que ce qui se passe en Chine, et je cite, « Soit vous êtes une grande nation qui croit en ses valeurs et en ce que son drapeau représente, et ce pourquoi tant de personnes sont mortes pour le défendre, soit vous êtes cela, soit vous ne l'êtes pas. » Je suis d'accord avec mon ancien collègue Dallaire. Nous ne pouvons rester silencieux en voyant ce qui se passe en Chine. On ne peut s'élever contre l'islamophobie en ce pays sans nous lever pour dénoncer un génocide qui a lieu contre des musulmans dans un autre. Ce n'est pas la façon de faire des Canadiens. Jamais dans notre histoire, en tant que nation, nous n'avons reculé devant la tyrannie et nous ne devrions pas commencer maintenant. Nos actions en tant que Canadiens et les nôtres aujourd'hui en tant que parlementaires doivent refléter nos valeurs et notre réputation de longue date en tant que défenseurs des droits de la personne, de la liberté religieuse, de la démocratie et de la primauté du droit. Devons nous exprimer d'une seule voix et dire non, nous ne permettrons pas que ça se produise, plus jamais. Depuis trop longtemps, le régime chinois a nui à la démocratie à Hong Kong. On voit comment il se comporte en l'encontre du droit international envers, entre autres, les deux Michaels. On voit comment il s'attaque à des pays et des voisins comme Taïwan et l'Inde. Nous avons besoin de nous élever d'une voix. Il faut que la Chine soit redevable. On ne peut accepter d'un autre pays un comportement qu'on n'accepterait pas du Canada. J'espère que vous appuierez cette motion. Ça prend trop de temps pour cette motion qui représente tout ce que le Canada représente et ce que les Canadiens croient. Il y a un régime autoritaire qui fait preuve de tyrannie. Je ne sais pas ce qui empêche le fait qu'on parle au nom des Canadiens contre ce qui se passe, mais nous avons l'occasion ce soir de parler d'une seule voix pour renforcer ce qu'a dit la Chambre des communes, pour renforcer les valeurs canadiennes. Et je vous demande de me rendre fière en tant que parlementaire et de défendre des minorités vulnérables qui sont victimes d'une tyrannie. Merci, chers collègues.